son parti et autres. Alors, je pense que nous avons donc notre invité déjà en ligne, hein. Monsieur Mamadou Babadiko, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, comment allez-vous, hein, monsieur Babadiko? Moi, je vais bien, je vais très bien. Voilà, juste avant de commencer un peu notre émission, nous allons donner la possibilité de vous adresser donc aux nouveaux auditeurs qui nous écoutent. Hein. Ça fait votre quatrième participation au niveau donc du Jacques Roger Show. Hein. Ça fait un peu longtemps. Qu'est-ce qui explique un peu le silence de M. Babadiko, hein, il y a au niveau du Jacques Roger Show? On sait que ces derniers temps, vous avez été très actifs sur les réseaux sociaux, mais votre absence est due à quoi au niveau du Jacques Roger Show? Bien, disons que c'est pas toujours facile d'être actif tout de même 365 jours par an, donc on n'a pas eu tellement l'opportunité. Et puis vous savez, tout de même, il y a eu ces législatives au mois de septembre dernier, en 2013. Ça s'est très mal passé. Et puis il a fallu réfléchir. Et puis il y a tous les impératifs de la vie quotidienne également qui font que on ne peut pas être tout le temps actif, et je n'ai pas eu également l'occasion d'être stabilisé pour aller aux États-Unis, donc on n'a pas eu l'occasion de nous retrouver, mais bon, nous étions quand même toujours en activité politique et nous avons beaucoup travaillé au cours de cette période passée, et bon, chaque chose en son temps. Alors, mais le voilà. Les gens vous reprochent, disent que M. Babadiko, il est toujours parti, hein, il n'est pas constamment en Guinée. Hein. Est-ce que vous avez corrigé un peu cela? Est-ce que vous êtes aujourd'hui constant en Guinée? Et disons, je suis régulier en Guinée, sans être totalement en permanence en Guinée. Je suis toujours, j'ai toujours un pied au Cameroun, où j'ai mes activités professionnelles. Et ce que je répète à nos compatriotes, c'est que, par la grâce de Dieu, moi, je ne suis pas un rentier, je ne suis pas un retraité, je vis de mon travail, c'est ce qui me permet de couvrir mes besoins et ceux de ma famille et de vivre honnêtement. Donc, mais ma présence au Cameroun ne m'empêche absolument pas d'être présent sur le terrain politique en Guinée. Voilà, voilà, nous allons parler un peu donc de votre parti qui est donc l'UFD. Hein, beaucoup de personnes se posent la question UFDG. Hein, on reviendra tout à l'heure un peu à ça. Hein, mais comment se porte aujourd'hui votre parti? Bien, notre parti ne se porte pas mal. Il ne se porte pas mal. Vous savez que nous avons quand même fait le constat, justement, aux dernières législatives, même si c'est les résultats ne sont absolument pas affichés, ne reflètent pas toute la réalité du terrain, que nous avons des amis, des sympathisants, des membres pratiquement dans toute la Guinée, juste dans les plus petits coins, et des gens de toutes les communautés, de toutes les sensibilités possibles, et réellement donc nous avons cet avantage d'être un véritable parti guinéen et pas uniquement d'une région. Donc nous avons eu cette déconvenue, donc nous n'avons pas été présents à l'Assemblée puisque nous continuons à soutenir qu'il y a eu des fraudes à notre encontre, comme il y a eu beaucoup de fraudes contre d'autres, mais les gens continuent donc à croire aux idéaux donc de l'UFD, c'est-à-dire donc un véritable l'unité nationale, c'est-à-dire qu'on ne croit absolument pas au régionalisme comme solution au communautarisme pour sortir la Guinée de ses problèmes, et également nous croyons qu'on peut concilier l'éthique et la politique. Voilà, concilier l'éthique et la politique. Est-ce que ce n'est pas un peu la théorie, hein, pratiquement, M. Babadiko, vous le savez aujourd'hui, hein, que les partis politiques aujourd'hui en Guinée gravitent autour donc des ethnies, hein, des religions? Oui, malheureusement, c'est une tendance qui est née il y a longtemps, depuis donc pratiquement la loi fondamentale. Les regroupements ont été sur des bases, ce que nous appelons des ethnopartis,
la classe politique guinéenne, faute d'avoir proposé de véritables solutions aux populations pour sortir la Guinée de la crise qu'elle vivait depuis donc l'indépendance, s'est engouffrée donc dans le communautarisme. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été mis dans la tête de l'écrasante majorité de la population, à savoir que pour qu'on s'en sorte, pour que je m'en sorte, pour que ma famille s'en sorte, il faut que ce soit un des miens qui soit à la présidence. C'est aujourd'hui l'idéologie dominante en Guinée qui a été répandue donc par les politiciens et qui a été malheureusement épousée par une majorité de la population. Et nous disons aujourd'hui que l'échec de la politique guinéenne, l'échec de l'État guinéen, l'échec des institutions guinéennes, c'est d'être marqué donc par cette situation de bipolarisation ethnique. Il n'y a pas de bipolarisation politique, ce ne sont pas des idéologies politiques qui s'affrontent, ce sont des idéologies ethnicistes où des ethnies se regroupent selon toutes sortes de combinaisons, où chacun cherche donc à s'emparer du pouvoir pour s'en servir à son profit, et c'est ça donc qui a amené l'échec de l'État guinéen, l'échec du RPG arc-en-ciel qui est au pouvoir aujourd'hui, qui n'est donc qu'une des composantes de cette bipolarisation politico-ethnique. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, pour parler un peu donc de votre parti, c'est donc l'UFD et il y a aussi l'UFDG. Alors, certaines personnes disent que nous sommes partis donc de l'UFD pour arriver donc à l'UFDG. Aujourd'hui, pour les éditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous clarifier, est-ce que vous étiez donc membre donc de l'UFDG ou bien de l'UFD? Comment nous sommes partis donc de l'UFD à l'UFDG? Alors, c'est une très longue histoire. Vous savez que l'UFD, l'Union des forces démocratiques, a été constituée en septembre 91 de la fusion de plusieurs groupes politiques et de mouvements donc qui existaient, qui ont constitué l'UFD. Et ces groupes, c'était quoi? C'était donc le parti de l'unité de la Renaissance, qui était animé à l'époque par le professeur Alpha Bramso et qui donc travaillait principalement en France. Et il y avait donc l'UFDG, donc un mouvement qui était dirigé à l'époque par M. Baouri, qui avait quelques amis avec lesquels il travaillait donc en Guinée, sur le terrain avec les droits de l'homme et autres. Il y avait l'Union des forces patriotiques que nous avions constituée, donc, et qui évoluait également sur le terrain en Guinée. Il y avait le FODEG, le Front pour la démocratie en Guinée, donc un mouvement de cadres guinéens qui était en Côte d'Ivoire, et il y avait également quelques étudiants à l'université de Conakry. C'est tout cet ensemble qui a constitué l'UFD. Et nous avons donc commencé à travailler, les choses ont commencé à bien marcher, et nous avons eu des problèmes internes. Nous avions un bureau provisoire où nous avions monsieur Baouri, et par la suite nous avons contesté sa façon de diriger les choses, sa façon de ses relations avec le pouvoir, principalement après son arrestation ou sa mise en résidence surveillée en octobre 92, et les problèmes se sont multipliés au point que en 1995 il y a eu donc un congrès donc du mouvement qui a donc porté le professeur Alpha Bramso à la tête donc de l'UFD. Et ensuite donc M. Baouri a contesté tout ça, et puis il est sorti du mouvement pour recréer non pas une autre partie, mais pour revenir à l'UFDG, c'est-à-dire son ancien le mouvement qui n'existait plus, qui a été à la base de la constitution donc de l'UFD. Mais la particularité donc de cette scission, c'est qu'ils ont scissionné, mais ils sont partis avec les textes, les logos et les documents donc de l'UFD. Donc ça fait déjà une confusion, mais plus grave, c'est que ils se sont arrangés avec le ministère de l'Intérieur de l'époque en 98 à obtenir un document d'arrêté d'existence de l'UFDG, et on a marqué à l'intérieur que ce parti donc UFDG est agréé à la place il remplace l'UFD.
ce qui était totalement illégal. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas déclarer la naissance d'un enfant ou d'un parti en disant que vous concédez sa naissance en remplacement de notre enfant qui est né et qui n'est même pas mort. Et donc, ils ont eu cet agrément disant qu'ils existent à la place de l'UFD, donc dans l'illégalité complète. Et vous savez qu'un parti légalement, quand il a été agréé, comme l'UFD en 1992, de deux choses l'une, ou il est dissous par ses membres, donc une décision interne, ou il est dissous par décision administrative, puisqu'il a commis des fautes, et à ce moment-là, il y a un arrêté d'abord qui le dissout, et s'il n'est pas dissous par ses membres, il peut être dissous par l'administration, ce qui n'est absolument pas le cas, mais on ne peut pas créer donc un parti en remplacement d'un autre, ça n'a absolument pas de sens, c'est totalement illégal. Nous avons attaqué à l'époque, c'était le professeur Alpha Bramso qui dirigeait donc le parti, l'UFD. On a attaqué la décision et puis la Cour suprême s'est déclarée incompétente. Elle a rejeté le recours en disant non, ils sont même pas prononcés sur la question, et l'administration donc qui était à la base de cette confusion a donc laissé les deux mouvements sur le terrain. Et nous, justement, en 2006, lorsque le professeur Alpha Bramso, paix à son âme, est décédé en 2005, que j'ai été porté à sa place à la présidence du parti, donc nous avons dit que nous ne pouvions pas continuer éternellement à nous disputer le logo qui a été dessiné par le professeur Alpha So, et que c'est à ce moment-là que nous avons changé le logo, mais en gardant notre nom normalement. Et nous disons donc que si vous regardez tous les documents de l'UFDG, ils vous disent qu'ils sont nés en 92, mais donc ils se réfèrent à un arrêté de 92 et un arrêté de 98. Alors je ne sais pas si vous imaginez une personne, une société, une entreprise, un parti qui a deux actes de naissance. Et c'est en cela qu'on a dit que il y a un problème, qu'il serait bon que les uns et les autres se débrouillent tout de même, s'arrangent à corriger, puisque ça n'a absolument pas de sens. Mais nous avons toujours existé depuis 1992. Nous n'avons jamais été dissous, ni par nos décisions internes, ni par l'administration, et que donc quelqu'un d'autre, s'il a un problème, mais qu'il le règle, nous n'avons pas de problème. Voilà. Alors, M. Babadiko, je veux bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire. En d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que l'UFDG n'existe pas en tant que tel. Vous êtes non seulement donc d'accord avec le ministre de l'Intérieur, hein, qui conteste un peu donc l'agrément donc de l'UFDG, si je comprends bien. Entendons-nous, nous ne disons pas qu'ils n'existent pas, nous disons seulement qu'ils existent avec un arrêté qui est totalement faux, c'est tout ce qu'on dit. On n'a pas dit qu'ils n'existent pas. Là, le ministre de l'Intérieur a ses raisons de les attaquer. Nous disons que les deux, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, pour nous, c'est les deux branches de la même tenaille qui aujourd'hui bloquent la situation de la Guinée et qui l'entraînent donc dangereusement sur le chemin des affrontements communautaires. C'est ce que nous disons. Mais nous n'avons pas dit que l'UFDG n'existe pas. Ils ont le droit d'exister. C'est au contraire eux qui estiment que nous, UFD, nous n'avons pas le droit d'exister. C'est ce que nous disons. On ne peut pas être démocrate, être pour le pluralisme politique, pour refuser à qui que ce soit le droit d'exister. Ils ont le droit d'exister, mais ils s'appuient pour l'instant sur un document qui juridiquement est totalement faux, puisque un parti ne peut pas être créé à la place un parti ne peut pas être créé, déclaré naître à la place d'un autre qui n'est pas mort. Alors, je pense que M. Alassane Condé avait dit que l'avenir de l'UFDG, hein, si l'UFDG veut exister légalement, il faudrait qu'elle cherche à obtenir donc des documents légaux. Donc vous êtes d'accord avec lui, hein, si je comprends bien. Nous n'entrons pas dans la querelle entre le pouvoir et l'UFDG. Nous n'entrons pas dans cette querelle, nous disons nous ne sommes même pas concernés par cette querelle, qu'ils se débrouillent et qu'ils règlent leurs problèmes. Voilà. Ils ne sont pas concernés. Voilà, mais est-ce que vous avez réussi à approcher
que ce soit M. Baouri, bien le leader de l'UFDG, M. Sidou Dalen Diallo, hein, afin donc de régler s'il y a différent il y a entre vous et puis ce parti. Est-ce qu'ils le savent? Nous n'avons même pas de différent avec eux. Nous existons en tant que UFD. Nous avons notre agrément donc du 4 avril 1992. C'est eux qui ont un document que n'importe quel juge, que le dernier des étudiants en droit reconnaîtra comme totalement faux. Et c'est à eux de régler leurs problèmes. Nous, on ne peut pas régler leurs problèmes. Et nous n'avons même pas de problème. C'est un problème que nous ignorons totalement. C'est à eux de se battre pour avoir un document qui soit acceptable. Mais je vous dis qu'actuellement, ils se prévalent de 2 actes de naissance. Un acte de naissance en 92 et un acte de naissance en 1998. Donc, s'ils sont confortables avec cette situation, nous, ce n'est absolument pas notre problème. Voilà, alors. Avant de fermer un peu ce chapitre politique par rapport à votre parti et puis donc de l'UFDG, je vais permettre certainement à 2 de nos frères certainement de vous poser des questions, M. Lamine Camara qui est de l'UFDG et puis M. Chérif Aïdara qui est donc de la société civile, au niveau donc de Washington. Alors Chérif, oui, je commence par vous. Est-ce que vous avez des questions pour M. Babadiko par rapport au premier segment? Oui, tout à fait, cher ami Jacques. D'abord, permettez-moi de remercier M. Babadiko pour sa présence sur les antennes. Effectivement, bien que vous voulez fermer ce chapitre, mais on est obligé de rester dessus pour un peu plus de temps, car la semaine dernière et ces jours-ci, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que M. Babadiko aurait dit sur une radio en Guinée que l'UFDG n'était pas légal et que les papiers que M. Baouri aurait amenés pour créer l'UFDG étaient des photocopies et que les originaux de documents se trouvaient du côté de l'UFD. Donc, venons de comprendre que cet amalgame se trouve au niveau entre l'UFDG et l'administration et l'UFD n'a rien à voir dessus. Mais je voudrais savoir si effectivement ces propos sont venus de M. Ba ou qu'il soit un peu plus explicite pour nous situer par rapport à la position de l'UFDG et qui a été récemment dénoncé par le ministre de l'administration du territoire disant que les papiers n'étaient pas en règle et que celui d'ailleurs le savait. Donc que ce parti devrait tout faire pour se mettre en règle. Donc s'il pouvait élaborer un peu plus dessus, comme ça la lanterne des auditeurs serait mieux éclairée. Bien, effectivement, donc je suis passé à la radio Lynx FM à Conakry, c'était la semaine dernière, et la question m'a été posée. J'ai expliqué dans quelles circonstances il y a eu cet agrément de l'UFDG en 1998, qui a été octroyé donc par l'administration. Maintenant, il faut que tout un chacun sache, donc c'est quand M. Baouri a décidé d'abandonner l'UFD et de retourner à l'UFDG, donc qui était le groupe qu'il constituait à l'époque et qui a fusionné donc dans l'UFD, il avait ses relations avec l'administration, il avait des relations tout à fait connues avec la police et l'administration, et avec M. Zaïnoul Abidine Sanoussi, qui était donc le ministre de l'Intérieur en 1998, et il faut que vous sachiez que il avait traîné avec ça, l'administration ne voulait pas lui donner ses raisons, et il y a eu des tractations, et puis lorsque le professeur Alpha Sow a été nommé à l'époque directeur de campagne du candidat Alpha Condé du RPG en 1998, là, apparemment, l'administration a vu rouge et a dit, bon, mais on va les punir. Et ils ont donc sorti cet arrêté en disant, nous agréons, nous constatons l'existence, nous donnons l'autorisation administrative d'existence de l'UFDG en remplacement de l'UFD. Ils ont écrit ça. Donc, vous le voyez bien que c'est totalement illégal. On ne peut pas, encore une fois, dire qu'un enfant est né à la place d'un autre. Ça n'a absolument pas de sens. À la limite, on peut prendre le nom d'un enfant qui est mort, mais on ne peut pas prendre le nom d'un parti ou un enfant qui existe, qui n'est pas mort,
qui s'est pas suicidé et qui n'a pas été assassiné non plus. Donc, nous disons que là-dessus, il y a un problème juridique, mais ça ne doit absolument pas empêcher, à mon avis, l'UFDG d'exister. Ils n'ont qu'à ça ne devrait pas les empêcher d'exister. Ce n'est pas un problème insoluble. C'est à eux de voir avec l'administration comment ils vont régler ce problème. Mais effectivement, ils fonctionnent avec un document qui est juridiquement un non-sens. C'est un document qui est techniquement nul. Sur le plan du droit, il est totalement nul. Et ce sont eux qui sont débrouillés pour l'avoir, puisqu'ils nous déniaient l'existence. Ils ne voulaient plus qu'on existe. Et nous avons protesté à l'époque qu'il y a assez de documents au ministère de l'Intérieur en Guinée. C'est le fait qu'ils ont utilisé à l'époque nos statuts, les statuts de l'UFD, et même le logo, le petit fromager que vous voyez avec le soleil levant dessus. Il faut que vous sachiez que c'est le professeur Alpha Ibramso qui a dessiné ce logo pour l'UFD à sa création, et ils l'ont adopté, ils l'ont pris, et nous nous sommes retrouvés donc avec deux partis qui avaient le même logo, et la confusion était extrême chez les populations, et donc nous avons pris la responsabilité de changer le logo en disant, mais écoutez, c'est pas le logo qui nous a créé, c'est nous qui avons créé le logo. Nous avons créé le logo du petit fromager surmonté du soleil levant en 91-92, et bien nous sommes capables de créer un autre logo, c'est-à-dire donc un homme, une femme et un enfant marchant résolument vers un avenir meilleur dans une Afrique libérée. Donc nous ne pensons absolument pas que ça doit empêcher l'UFD d'exister, mais il y a un non-sens, c'est l'administration en plus qui est responsable de ça, et c'est l'administration qui doit réparer sa bévue. Et c'est tout à fait clair de notre point de vue que cette affaire ne nous concerne pas. Voilà. Voilà. Merci, M. Ba. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'ethnicisation des partis politiques, le régionalisme qui est visible tout à l'heure quand vous avez dit que ça a commencé à partir de l'adoption de la loi fondamentale. Aujourd'hui, en tant que politicien et acteur même sur le terrain, que pensez-vous qu'on pourra faire pour sortir de cette situation? Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui que les Guinéens votent pour une personne juste par sa qualité, ses compétences, que de regarder malheureusement son origine, son patronyme ou son appartenance ethnique? Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Si tel est le cas, quelles sont les solutions adéquates que vous avez pour proposer pour qu'on puisse savoir comment sortir malheureusement de cette situation qui ne fera que continuer à prendre le pays en otage? Alors, c'est que depuis donc la loi fondamentale, toute l'activité politique, toute la politique guinéenne a fonctionné sur le thème pratiquement des ethnopartis. Bon, vous savez que Jean Lansana Conté avait proposé, lui, de faire deux partis, puisque justement, apparemment, il voyait déjà ce problème-là. Bon, nous sommes les premiers à l'avoir combattu en disant, mais la démocratie doit être intégrale, on ne veut pas de démocratie bipolaire. Mais il faut savoir que tous les textes constitutionnels guinéens sont explicites pour condamner le régionalisme et l'ethnicisme. Mais seulement, vous devez savoir que la Guinée a un problème grave, c'est que toute la classe politique piétine les textes, personne ne respecte les textes. Les dispositions constitutionnelles qui interdisent donc à un parti d'être uniquement pour une région sont contenues en dur dans la Constitution, mais elle est foulée aux pieds par tout le monde. Aujourd'hui, on n'interdit aucun parti en disant, monsieur, voilà, on constate que vous n'êtes que dans une région où que vous faites de la propagande ethniciste directement, ou que vous avez des pratiques ethnicistes. Et c'est ce que nous avons déploré. La Guinée s'est installée depuis de très longues années, depuis la loi fondamentale, dans le non-respect de textes existants. C'est un des textes fondamentaux qui est là et qui est piétiné par le personnel politique. Aujourd'hui, donc, toutes les pratiques que nous voyons sur le terrain politique sont teintées de ce que nous avons appelé donc le communautarisme, l'ethnicisme ou la préférence communautaire. Et c'est une situation qui est la responsabilité de toute la classe politique. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la classe politique
s'appuie sur ça. Et dans la violation des textes, on est habitué en Guinée à ce que la loi ne soit pas respectée. On ne respecte la loi que lorsqu'elle vous arrange. Vous avez vu, par exemple, comment le pouvoir en place a piétiné la partie fondamentale de la Constitution, qui est la déclaration des biens des dirigeants. Ça, c'est totalement, c'est tout à fait clair. Il le viole malgré toutes les protestations, malgré toutes les interpellations dont ils sont l'objet depuis 2011. Du président de la République jusqu'au ministre, jusqu'aux membres des institutions, ils refusent de déclarer leurs biens. Et ensuite, vous avez l'autre non-respect qui est presque consensuel de la vie des textes constitutionnels, c'est le fait qu'en Guinée, les termes électifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fixité des mandats électifs. Quand on dit qu'un président est élu pour 5 ans, eh bien, il est élu pour 5 ans, mais ça ne veut rien dire. Les 5 ans vont arriver et on va créer une situation, on va tourner en rond, on va inventer des histoires parfois de financement, tantôt de situations politico-sécuritaires pour ne pas tenir les élections. Les législatives, vous avez vu qu'on a eu une assemblée en Guinée, 6 ans après le terme. Les élections communales de 2005 pour 5 ans, eh bien, normalement, en 2010, ça devait être terminé et jusqu'au jour, on n'a pas d'élection. Donc, vous me demandez la solution. La solution, nous avons dit que la Guinée, aujourd'hui, n'a même pas d'institution lui permettant d'exister démocratiquement dans l'unité et dans l'intégrité, donc, de l'État guinéen. Donc, la première chose, c'est d'arriver à une conférence nationale vérité, justice et réconciliation, que nous fassions le bilan critique de tout ce qui s'est passé, non pas sous forme de règlement de compte ou de doigté qui X ou Y, mais de mettre à plat toutes les anomalies de fonctionnement de cet État, toutes les anomalies meurtrières que nous avons eues, toute la prédation du bien public sur lequel repose l'État guinéen, et que nous entendions sur de nouvelles institutions avec des dispositions intangibles qui s'imposent aux dirigeants politiques. Que désormais, si on dit c'est ça la loi, eh bien la loi doit passer. La loi doit être au-dessus de tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut arriver à bannir donc le communautarisme dans les pratiques politiques des partis. Et il faut arriver à ce que ce soit un véritable consensus national, qu'on sache qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion dans le système politique guinéen, il ne peut pas y avoir de préférence communautaire dans le système politique guinéen, et qu'à ce moment-là, le peuple soit lui-même garanti, les forces armées, les forces de sécurité soient les garantes réellement du respect de la Constitution. Et là, à ce moment-là, on peut connaître un nouveau départ pour sortir de cette situation dans laquelle c'est chaque groupe ou combinaison de groupes ethniques qui va s'emparer du pouvoir l'utiliser à son profit, mais non pas pour les populations de ces groupes-là, mais pour l'élite politique qui prétend donc représenter ces groupes ethniques-là. Merci, M. Ba. Si Jacques me permet juste une dernière question. Que direz-vous à ceux qui disent aujourd'hui que c'est Cellou Dalein Diallo ou Alpha Condé qui sont responsables de cette situation d'ethnicisation des partis politiques ou même de la vie politique guinéenne? Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes? C'est eux les responsables ou bien ce problème trouve son origine plus loin? Moi, je ne pense pas qu'il faille accuser des individus. Le professeur Alpha Condé ou M. Cellou Dalein Diallo, eux, ils symbolisent, ils sont dans des mouvements politiques qui sont bâtis sur cette base-là. Mais forcément, l'origine est lointaine. Le PDG, à son origine, avait absolument tous les atouts pour bâtir une véritable nation unitaire en Guinée. Et malheureusement, il y a eu des problèmes qui sont également les legs de la colonisation. Vous savez quand même que la Guinée résulte de frontières artificielles. La Guinée a été tracée par la colonisation. Les frontières n'étaient stabilisées même qu'après la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous saviez que même la Haute-Guinée était rattachée au Mali à cette époque-là, au Soudan français, qu'il y avait des partis qui étaient vers le Sénégal et d'autres en Côte d'Ivoire, et que donc toutes ces parties-là ont été rassemblées, donc les rivières du Sud, pour constituer la Guinée, mais que la colonisation, le problème n'a pas été exacerbé pendant la colonisation, puisque les colons dominaient tout le monde de façon égale, et après l'indépendance, normalement,
c'est le PDG qui a bénéficié d'un grand élan d'unité qui aurait pu amener donc cet État à devenir une véritable nation, et il a échoué, l'échec étant symbolisé par ce qui s'est passé en 1976 lorsque on a ramassé des gens, qu'on a entôlés, qu'on a zigouillés, qu'on a torturés en disant c'est un complot peul, et les choses ont continué. Bon, à l'époque du général Lansana Conté, les choses étaient plus ou moins là, mais il y a eu quand même les affaires de 1985 où il y a eu des tueries à caractère ethnique également. On a massacré des gens en disant que c'est des complots malinqués ou des soi-disant complots malinqués de Diarra Traoré et autres. Et après, il y a eu des gens qui ont dit il faut que la Basse-Côte prenne les choses en main. Le pouvoir du général Lansana Conté était fortement teinté d'ethnicisme, même s'il y avait des limites. Il y a des limites que le général Lansana Conté n'a pas franchies. Mais après, le système a totalement explosé, où on s'est retrouvé dans le repli identitaire et où les gens, les politiciens ont ouvertement fait la promotion de l'ethnicisme. Tantôt c'est notre tour, tantôt c'est le pouvoir est à nous et tout ça. Et c'est la même logique qui nous amène aujourd'hui pratiquement à l'éclatement donc pratiquement du strate unitaire donc guinéen, et qui fait que pratiquement on ne sait pas quel est l'avenir d'un pays comme celui-là. Donc il y a des solutions. Les véritables patriotes, à mon avis, doivent se retrouver et dire comment ils refusent la fracture communautaire, refuser fermement donc de laisser perpétuer cette fracture communautaire et appliquer les lois et les règlements qui interdisent donc l'existence de partis à caractère communautariste. Merci, M. Ba. Jacques, à vous l'antenne. Voilà, merci. Alors, nous allons aller du côté d'Allemagne avec le doyen Lamine Camara, qui lui est donc un cadre donc, de l'UFDG. Doyen, vous avez le micro. Alors, doyen Lamine Camara, est-ce que vous nous entendez Allô, Jacques? Oui, doyen, vous êtes en ligne, allez-y. Voilà, alors, merci Jacques, merci et tous les auditeurs, et bonsoir à M. Badiko. J'ai pris un peu l'émission en marche, mais j'ai écouté quelques déclarations. Quand vous dites, par exemple, quand vous accusez globalement tous les leaders politiques de Guinée de créer des partis politiques régionalistes ou ethniques, là je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur votre analyse. Parce que nous sommes dans une république. Les partis politiques, les militants des partis politiques sont des citoyens guinéens. Il n'y a pas dans les élections en Guinée des bulletins de vote où c'est écrit Peul, Malinké, Soussou, Forestier. Et le problème de l'ethnocentrisme, de l'ethnostratégie en Guinée est à l'actif de ceux qui gouvernent notre pays, que ce soit Sékou Touré, que ce soit Lansana Conté et aujourd'hui Alpha Condé, c'est eux qui sont comptables de ça. Je ne vois pas en quoi l'UFDG est comptable de l'ethnostratégie en Guinée. Quand l'UFDG est un parti politique de l'opposition, c'est quand l'UFDG serait éventuellement au pouvoir qu'on peut voir la gestion de l'UFDG. Donc, j'ai l'impression que vous banalisez un peu le regroupement des Guinéens au sein des partis politiques, quel que soit le politicien d'un pays. Moi, je suis de Kankan. Si vous aviez toute la ville de Kankan dans votre parti politique, on ne peut pas dire que vous êtes ethnocentriste. C'est la même chose si vous avez tous les habitants de l'Abbé, Kindia, dans d'autres partis politiques, on ne peut pas le dire parce que l'ethnostratégie, c'est la gestion étatique du pays. C'est pas les partis politiques ne sont pas des ONG, c'est pas le Caritas qui va essayer de réunir Malinké, Peul, Soussou, tous dans un parti politique. Les partis politiques sont rejoints par les militants, par des citoyens guinéens qui pensent qu'ils feraient mieux que ceux qui sont au pouvoir.
Et donc, moi, je suis malinqué de Cancan, je suis de l'UFDG. Dans ce sens-là, allô? Oui, la question que vous voulez poser. Maintenant, non, ça c'était une mise au point que je voulais faire. La question maintenant que je pose à M. Badiko, après l'élection de Alpha Condé en 2010, l'UFD a offert ses services à Alpha Condé. Publiquement, vous aviez dit que vous aimeriez travailler avec Alpha Condé. Monsieur Badiko, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre approche vers Alpha Condé et son RPG n'ont pas abouti à une collaboration? Je vous remercie. Allô? Monsieur Badiko? Oui, Monsieur Badiko? Oui, merci donc, cher frère Lamine Camara. Moi, je vous remercie de votre intervention. Je dis, nous soutenons, c'est une réalité, qu'aujourd'hui, l'UFDG est un regroupement fondamentalement ethnique et ethniciste. La politique qui est pratiquée, c'est de l'ethnicisme, quelles que soient les colorations auxquelles ça peut donner lieu. Je dois vous dire que moi, j'ai été l'objet d'attaques physiques en Guinée, puisque j'ai osé ne pas adhérer à l'UFDG en tant que Peul. Et il en est ainsi avec toute la... où on considère que l'UFDG c'est le parti des Peuls et tout Peul qui n'est pas là-dedans est un bâtard. Ça a été dit par certains. Et donc nous n'entrons pas dans le détail, mais les tristes réalités sont là et chacun peut les vérifier sur le terrain. Et je dis que si demain l'UFDG en l'État arrive au pouvoir, elle ne peut faire que la politique de ses moyens, c'est-à-dire faire l'ethnicisme, c'est-à-dire renverser à ce moment-là le pouvoir qui est censé représenter la Haute-Guinée et installer un pouvoir qui serait censé représenter la Moyenne-Guinée. Et ça ne peut pas être pour faire mieux que ça, puisque c'est une ligne politique qui ne peut entraîner que des exclusions, entraîner des choix communautaristes, entraîner donc des préférences communautaristes qui ne peuvent pas sortir la Guinée du sous-développement, de la misère et des souffrances que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, je reviens sur 2011. Il faut que vous sachiez bien que, effectivement, nous avons été ouverts en 2011. Nous avons écrit pour dire que la Guinée a tellement souffert que le nouveau président qui a été élu avec toutes les fraudes et tous les problèmes que nous connaissons, que la Guinée est arrivée au bord de l'éclatement et qu'il était temps qu'on se redonne la main pour reconstruire le pays dans l'intérêt du pays. Et on n'a pas dit qu'on a offert nos services au RPG, nous avons dit que nous sommes disposés à travailler avec toutes les forces de démocratie et de paix donc dans le pays. Et nous avons donc fait une déclaration qui est publique, qui n'est pas une déclaration secrète. Le texte existe et on peut le redonner à qui le veut. Ils verront bien. Est-ce que, comme l'a dit, nous a accusé quelqu'un donc de l'UFDG, nous avons fait allégeance au RPG. Maintenant, je pense que la vérité est connue, mais il faut qu'on comprenne le contexte d'affrontement communautariste qu'il y avait à cette époque-là, où les gens disaient non, on ne reconnaît pas ça, on ne veut pas, il ne faut pas que Alpha Condé même, il ne devait même pas prêter serment, etc. Et nous avons dit non, et nous voyons les choses différemment. Il faut que toutes les bonnes volontés se tendent les mains pour reconstruire la Guinée. Et effectivement, nous avons fait le bilan des 100 jours du président de la République, du nouveau président Alpha Condé au pouvoir, pour trouver qu'il faisait absolument fausse route. Et je peux vous dire donc que c'est lorsqu'on a vu toutes les pratiques communautaristes, qu'on a vu que la corruption s'installait avec le nouveau pouvoir, qu'il pactisait avec la corruption, qu'il n'y avait aucun changement de ce côté-là. Et ensuite donc, il y avait cette politique d'exclusion et ce communautarisme qui était mis en avant par le RPG. Nous avons dit que nous ne pouvons pas travailler dans ces conditions. Vous avez vu tout ce qui s'est passé après, avec pratiquement des nominations ethnicistes partout, où on estime qu'il faut des gens capables, mais des gens capables, il ne peut y en avoir que dans le RPG. Dans le RPG, c'est 99% donc de ressortissants de la Haute-Guinée. Nous avons dit que ça, le nouveau pouvoir donc fait totalement fausse route et que nous ne pouvions pas donc, nous ne voyons pas ce qu'on pouvait faire avec ça. Et ensuite, vous avez vu toute la situation avec toutes les dérives de la corruption, avec la pauvre Madame Boireau qui a été assassinée pour avoir refusé de
de signer des ordres de virement totalement frauduleux des comptes du régime. Vous avez vu également toutes ces histoires de vrais faux virements de 11 milliards par-ci et autres, 30 milliards de l'autre côté. Et tout ça disait que le RPG Arc-en-Ciel avait totalement chaussé les bottes de la corruption donc du système précédent qu'il a trouvé et qu'il n'a pas guéri donc la Guinée de ses plaies, de ses maladies, et que donc nous ne voyons pas ce que nous pouvions faire dans ce contexte-là. Et ensuite, donc vous avez vu toutes les conséquences justement de cet ethnicisme, c'est que le RPG aujourd'hui est totalement paralysé. Même s'il y a des bonnes volontés, des gens qui veulent travailler, ils ne peuvent pas travailler, puisque vous avez vu que toutes les sociétés privées, les grandes sociétés qui sont venues en masse en 2011, dans l'espoir justement qu'il y a une page qui va être tournée sur certaines pratiques de l'État guinéen et tout ça, ils sont partis, puisque quand vous arrivez en tant qu'investisseur, on vous désigne la villa que vous devez louer. C'est la villa d'un point du régime. On vous désigne votre chauffeur, on vous désigne vos employés. Il faut être du RPG ou avoir une coloration pour être embauché. Évidemment, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Et vous avez vu toute la casse d'entreprise, tous les gens qui sont partis. Et c'est tout ça qui fait que très tôt, je peux vous dire, pratiquement après les 3 premiers mois du régime, nous avons donc vu que malheureusement, le professeur Alpha Condé, malgré l'expérience qu'il avait, malgré les proclamations de foi qu'il avait, eh bien, il ne voyait pas la Guinée en tant qu'une, il la voyait en tant qu'un magma ethnique dans lequel donc le RPG Arc-en-Ciel devait tirer son épingle du jeu. Et nous avons dit qu'on n'a absolument rien à voir là-dessus. Et nous revendiquons donc ce document que nous avons fait. Nous n'avons pas fait allégeance au RPG. Nous avons dit que nous étions prêts à travailler avec le pouvoir dans toute la mesure où il respectait les libertés démocratiques, il respectait l'unité du pays et qu'il changeait la façon de gouverner la Guinée, de mettre fin à la prédation, du bien public qui existait avant. Je dois vous rappeler que entre les 2 tours à Ouagadougou, il avait été indiqué que normalement tous les 2 candidats, chacun qui était celui qui était élu, de s'engager à travailler avec les forces politiques donc représentées dans le cas adverse, dans l'esprit pour rebâtir donc le pays. Et nous sommes restés dans cette logique-là. Mais comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas couru derrière des postes, nous ne sommes pas aplatis, nous n'avons pas été achetés on n'a pas sollicité des postes. On a montré notre disponibilité à travailler, mais dans l'intérêt de la Guinée. Et quand on a vu que le RPG Arc-en-Ciel n'était absolument pas là pour travailler dans l'intérêt de la Guinée, mais là, pour uniquement des gens qui avaient faim et qui devaient se remplir les poches, eh bien, on en a tiré les conclusions. Doyen Lamine Camara, avez-vous une autre question? Voilà, M. Badiko. Non, je n'ai pas de question. Je remercie M. Badiko de ses éclaircissements et je le prie, après tout son répertoire sur la gestion catastrophique de la Guinée par le RPG Arc-en-Ciel, d'arrêter de faire des procès d'intention à l'UFDG, parce que l'UFDG n'est pas comptable de tout ce qu'il vient de nous dire. C'est Alpha Condé et son RPG qui sont comptables de ça. Donc, sur ce, Jacques Roger, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je remercie M. Badiko de donner une réponse hautement satisfaisante. Merci. Bon, hautement satisfaisante. Nous allons revenir. Alors, on va aller directement du côté donc, de Safa Tonkara, qui est donc de la cellule de communication donc, de l'UFDG. Alors, Safa, vous avez écouté M. Badiko, surtout parlant un peu donc, de votre parti et puis de l'agrément donc, de l'UFDG. En écoutant M. Badiko, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui reste à faire à votre niveau, au niveau donc, des papiers donc, de votre parti. Bonsoir, M. Jacques Roger, et bonsoir à l'invité, M. Badiko. C'est un plaisir d'être là. C'est bien vrai. Voilà, c'est bien vrai. J'ai écouté M. Badiko dans ses affirmations. À partir du moment que vous reconnaissez qu'il y a un problème administratif, je pense que la responsabilité ne relève plus de l'UFDG. Dans ce cas, l'égalité ou bien l'inégalité d'un parti politique ne peut se prononcer qu'à travers les institutions administratives qui ont peut-être ici le pouvoir ou bien la responsabilité d'assigner un agrément. Maintenant, s'il y a
il y a des choses qu'on doit régler, c'est à l'administration d'adresser une lettre à l'UFDG pour qu'on puisse corriger les documents administratifs. À mon avis, ce n'est pas un problème d'illégalité juridique en termes juridiques, mais c'est plutôt un problème de faiblesse administrative qui doit être élevé au niveau de l'administration. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et le deuxième point, quand on parle de la nature ethnique des partis politiques, moi je dirais que M. Badiko a été un pionnier, voire même un architecte de deux partis politiques en Guinée, à savoir l'UFD, il faut le juger, il faut le dire ainsi. Donc, si aujourd'hui il dit que ces partis politiques sont ethniques ou bien ont une politique ethnique, moi j'aimerais bien voir les statuts, les règlements intérieurs ou bien voir même le projet de société des deux partis politiques. À aucun moment, dans les différents projets de société, moi j'ai vu dedans que cette politique doit s'adresser aux Fouta, que ça doit s'adresser pour les peuples, mais plutôt dans le projet de société, ça dit clairement un projet de société à vocation nationale, c'est-à-dire dans l'intérêt du peuple. Donc je me demande très bien à quel moment on peut dire qu'un parti politique comme l'UFDG, c'est une politique ethnique. Je pense que c'est insensé. Moi, je dirais même que ça va un peu trop loin quand il s'agit d'un parti politique aujourd'hui qui a pu scorer très bien dans les différentes échéances électorales. Maintenant, ma question pour M. Badiko, comme il a parlé du RPG Arc-en-Ciel et du pouvoir d'Alpha Condé, à un moment donné, c'est vrai que par affinité ou bien pour des raisons patriotiques, ils ont voulu apporter leur soutien au RPG. Mais le RPG n'a pas été élu d'une manière reconnue, que lui-même il dit il y a eu des fraudes, il y a eu ceci et cela. Donc dans ce cas, est-ce que vous n'avez pas eu tort aujourd'hui, vu la tournure des choses, de vouloir supporter un parti politique qui apparemment n'est pas venu au pouvoir d'une manière assez légitime, mais aussi qui n'avait pas une politique assez claire ou bien une vision assez claire pour gérer le pays? Les institutions régaliennes sont handicapées aujourd'hui, vous le reconnaissez. Est-ce que vous n'avez pas eu tort en voulant les soutenir, M. Badiko? Oui, merci, M. Tounkara. Je dois vous dire que l'ambiance qu'il y avait justement dans les milieux politiques guinéens, surtout de la moyenne Guinée, c'est dire que non, un malinqué est arrivé par la faute au pouvoir, c'est impossible, on doit rien faire avec lui. D'ailleurs, de toute façon, il va mourir bientôt, il va finir et tout ça. Et nous, il est hors avec un malinqué. Nous avons dit que nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Et que c'est tout à fait notre droit d'explorer toute possibilité dans l'intérêt du pays, de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et on a rapidement vu que ce n'était pas possible. Et si c'était à refaire aujourd'hui, M. Tounkara, nous le referons. Et on donne crédit aux gens. On ne dit pas, on n'exécute pas les gens sans jugement. Et nous disons que, Dieu merci, personne ne peut arriver à mettre quelque fait que ce soit sur la table, indiquant que nous avons démarché ou que on a cherché à avoir des postes avec le RPG Arc-en-Ciel. On a monté une disponibilité et on a dit que c'était dans l'intérêt du pays et c'était exactement comme ça qu'on l'entend. Et si c'était à refaire, nous le referons aujourd'hui. Et vous avez dit qu'on a été à l'UFDG, on a été à l'UFD. Je suis désolé, nous n'avons jamais été à l'UFDG. Nous avons été à l'UFD par la constitution donc, de l'UFD en 1991. Mais je vous dirais, M. Tounkara, les choses seraient tellement plus belles et plus simples s'il suffisait qu'une chose soit écrite pour que ce soit ça la pratique sur le terrain. L'UFDG, certainement, n'a de parti, n'a de texte qui prône le régionalisme, y compris le RPG, encore que nous savons que le RPG a fait des textes en mai 2013 où ils ont voulu instrumentaliser la division communautaire, surtout au Fouta. C'est le seul exemple que j'ai d'un parti qui a osé violer ainsi la Constitution en prônant le communautarisme. Donc, je dis simplement que normalement, ce n'est pas plus qu'un parti a de très beaux textes qui prônent l'unité nationale et autres, qu'il est forcément exempt donc d'ethnicisme et de pratiques ethnicistes. Ça, ce serait vraiment très beau si ça pouvait en être ainsi. Malheureusement, il y a de pénibles réalités qui nous mettent très loin de ce qui est écrit sur les papiers. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas un exemple à nous donner qui peut corroborer avec votre affirmation que le parti FDG est en train de mener une politique ethnocentrique ou ethnocentriste.
Mais écoutez, un parti qui est patronné par une coordination régionale, je ne sais pas si on peut avoir une illustration autre. C'est un parti qui est totalement patronné par la coordination. Dans les législatives dernières, c'est la coordination qui a envoyé des ordres disant qu'il faut voter UFDG et qu'il n'était pas question de voter autre chose. Je ne sais pas quelle autre démonstration on veut. Ça, c'est les petites choses. Ça, c'est vraiment les petites choses. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des choses qui sont connues et que chacun peut vérifier sur le terrain. Voilà l'exemple le plus patent, c'est le fait que l'UFDG est totalement patronné par la coordination Halpoula. Et donc nous savons tous les tenants et les aboutissants, nous savons comment les choses se passent là-dedans, nous savons comment nous, sur le terrain, nous devons faire face à ça, comment justement des nervis, des loubards des loubards s'attaquent à nous au motif qu'on refuse d'être membre de l'UFDG. C'est une réalité. Bon, M. Badiko, je ne vais pas trop vous contredire sur plusieurs questions, sachant que je sens un peu d'émotion dedans. Je pense que vous avez un compte à régler avec l'UFDG, vu l'histoire entre l'UFDG et bien la naissance de l'UFDG. On n'a aucun compte à régler. On n'a absolument aucun compte à régler. Pour nous, nous avons des comptes à régler avec le pouvoir, c'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel. Je suis même désolé que nous passions autant de temps à parler de relations entre l'UFD et l'UFDG. Nous sommes tous membres de l'opposition républicaine. Eux, dans l'opposition parlementaire, nous, dans la coordination de l'opposition extra-parlementaire, nous travaillons ensemble dans toute la mesure du possible. Ne croyez pas, nous ne nous trompons pas d'adversaire. Notre adversaire, fondamentalement, ce n'est pas l'UFDG. C'est l'ethnicisme, c'est vrai. Nous sommes dans cette logique, mais c'est encore avec eux que nous travaillons aujourd'hui, encore. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais pensez-vous pas que pour être très fort au niveau de l'opposition républicaine, c'est de ne pas d'essayer de fusiller son allié, comme vous le dites, ou bien nous sommes tous dans l'opposition républicaine. Si on veut être fort face à Alpha Condé, c'est de ne pas déclarer aujourd'hui, sachant que le tissu social est très fissuré, s'il faut le dire ainsi, et accuser un parti de parti ethnocentrique. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça va affaiblir l'un des plus grands partis d'opposition, ça c'est un. Et ensuite, je suis d'accord avec vous. L'adversaire ici, c'est Alpha Condé, mais dans vos affirmations, il me semblerait que l'adversaire à battre, c'est l'UFDG. Mais ça, qu'à cela ne tient. Absolument pas. Je suis d'accord. D'accord. Maintenant, l'adversaire... Donc je dis que, oui, ce que nous disons avec force aujourd'hui, je peux parler ou j'attends que vous finissiez? Bon, allez-y, après, je vais faire un point. J'ai la parole? Ok. Je dis qu'aujourd'hui, la situation de la Guinée nous interpelle. Est-ce que notre problème, c'est uniquement de remplacer quelqu'un à la présidence de la République, comme ça s'est passé depuis l'indépendance? De changer de président, dire oui, celui-là est plus beau que l'autre, celui-là est meilleur que l'autre, avec tous les faux départs, les espoirs déçus que nous avons. Nous avons dit que c'est le système politique guinéen qui est complètement à changer dans ce pays. Notre problème n'est pas de remplacer Alpha Condé par quelqu'un d'autre qui chausserait les mêmes bottes, puisque nous n'avons absolument aucune garantie. Il faut donc que nous ayons une véritable conférence nationale, vérité, justice, réconciliation, puisque jamais nous n'ayons ces pouvoirs solitaires, ces pouvoirs dictatoriaux, ces pouvoirs personnels, ces pouvoirs absolus. Et c'est ça qui a tué la Guinée depuis l'indépendance. Et on n'a aucune garantie qu'un autre parti aujourd'hui en Guinée, dans les conditions actuelles, qui s'emparait du pouvoir, ne ferait pas exactement, sinon pire que ce que le RPG Arc-en-Ciel est en train de faire. Et si les gens sont sincères, il faut qu'ils acceptent qu'on s'asseye, qu'on bâtisse réellement les institutions de la Guinée de demain et qu'ils tirent toutes les leçons de tout ce qui s'est passé. Là, on comprendra. Mais sinon, nous sommes en droit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces systèmes de gouvernement de remplacement national. Il faut qu'il y ait un véritable gouvernement de changement, un gouvernement qui soit donc basé sur un véritable consensus national qui nous évite tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Le RPG Arc-en-Ciel a chanté le changement à tout va et on a vu aujourd'hui qu'ils font pire que le système du PUP qu'ils ont donc remplacé. Et nous n'avons aucune garantie que ceux aujourd'hui qui sont les plus près sur le plan numérique donc du pouvoir, puisque vous savez que les élections en Guinée c'est un recensement ethnique, ne feront pas exactement ça puisqu'ils ont leur propre passé. Ils ont été enfantés par les systèmes précédents et nous n'avons aucune garantie qu'ils ne feront pas la même chose que ce que fait aujourd'hui le RPG dans la continuité de tous les régimes précédents qui ont enfanté ce système politique guinéen. Voilà, merci. Monsieur Badiko, vous serez d'accord avec moi. Bon, Jacques, je vais conclure.
Je peux conclure? Allez-y, rapidement. D'accord. Monsieur Badiko, vous serez d'accord avec moi, en politique, rien n'est garanti. Il n'y a pas de garantie. On met en place des stratégies pour obtenir la majorité de l'électorat. Ah oui. Maintenant, voilà. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas obtenir une garantie de n'importe quel parti politique. Je peux dire que je n'ai pas la garantie que l'UFD ferait mieux que le RPG. Mais ce que je peux vous dire avec une conviction personnelle, mais aussi qui relève un peu de ce que je connais de l'UFDG. L'UFDG n'est pas un parti qui va gérer comme le RPG. Maintenant, vous dites que l'adversaire, c'est Alpha Condé et le système qu'il est en train de mettre en place. Vu la faiblesse de ce gouvernement, vu toutes les violations des différentes lois de nos textes, vu aussi sa politique ethno-stratégique qui a causé des vies ou bien qui a coûté des vies, que ce soit en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, un peu partout dans la forêt, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à faire face à ce système Alpha Condé en passant dans les médias et essayer plutôt de mettre en place un système de revendication, mais aussi, s'il faut dire, d'exhibition de toutes ces faiblesses, au lieu de s'attaquer aux alliés probables pour les élections prochaines? Moi, j'aurais préféré vous voir plutôt devant les écrans et dans les régions en train de combattre ce système et aussi essayer de rassembler les autres vers l'opposition que de nous s'attaquer à l'UFDG, M. Badiko. Mais merci pour le débat. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous et je suis à votre disposition pour tout autre débat. Un dernier, mais je peux placer un dernier mot ou c'est pas possible? Allez-y, placez un dernier mot, allez-y. Alors, très rapidement, vous dites qu'effectivement, nous n'avons pas de... Je répète, c'est un engagement. Nous faisons tout pour ne pas nous tromper d'adversaire. Donc, l'adversaire, c'est le pouvoir en place, mais nous ne pouvons pas aller aveuglément. Et vous avez demandé, vous dites que vous n'avez aucune garantie que nous ne ferons pas la même chose si nous étions à leur place. Je dois vous dire que j'ai été le seul candidat à avoir déclaré ses biens. Et nous avons interpellé tous les autres candidats, on les a mis au défi, dire bon, mais puisque vous dites que vous voulez le changement, vous ne voulez plus les vols, vous ne voulez plus les détournements, vous ne voulez plus la corruption, eh bien prouvez-le en nous déclarant vos biens, en étant prêt à dire comment vous avez acquis ces biens-là, et que demain, si vous êtes au pouvoir, même le citoyen lambda puisse contrôler votre patrimoine, savoir est-ce que vous êtes enrichi de façon illicite lorsque vous étiez au pouvoir. Donc c'est la preuve que nous avons donné, que nous sommes prêts à respecter les institutions, à respecter les textes et en étant transparents même sur notre situation de fortune, ce qu'aucun autre dirigeant politique guinéen jusqu'à présent n'a fait. Mais encore une fois, nous ferons tout pour ne pas nous tromper d'adversaires, mais nous n'allons pas non plus faire foncer le peuple de Guinée dans un tunnel en sachant où il va arriver. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Babadiko. Alors, nous allons parler certainement donc de deux autres segments. Hein. Vous aviez dit, M. Babadiko, que le général Sekouba doit répondre à tous les crimes économiques et humains qu'il a donc commis. À quoi faites-vous allusion exactement? Ce n'est même pas une allusion. Donc nous avons dit quand même que nous avons été très heureux que le général qui a gardé le silence depuis 3 ans se réveille tout d'un coup et que il sort de l'amnésie et que ils se mettent à parler un peu de la situation de la transition. Ce que nous disons, c'est qu'on est tout à fait heureux qu'il ait enfin accepté de parler, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. S'il est sincère, il ne doit pas avoir de vérité sélective. Il ne doit pas parler d'un aspect des problèmes de la transition en laissant l'autre. Et donc, nous l'avons interpellé là-dessus de façon tout à fait claire en disant il y a des questions lancinantes qui le concernent et que, en plus, vous savez que la Cour pénale internationale, on a dit qu'il a déposé une liste de gens dont il estime qu'ils sont responsables des tueries du 28 septembre 2009 et donc, à contrario, ça dit que ça le dédouane. Nous avons dit que la Cour pénale internationale poursuit non seulement les auteurs directs des crimes contre l'humanité, des massacres, des viols, mais ils poursuivent également les commanditaires, les organisateurs et les planificateurs, et qu'il était ministre de la Défense et que il serait intéressant qu'on connaisse réellement la vérité sur son rôle véritable dans cette affaire-là du 28 septembre 2009, lorsque, comme par hasard, il était en mission de quelques heures à l'extérieur de Conakry, à Zérékoré, paraît-il, je dirais le temps que les massacres bien planifiés soient exécutés. Et ensuite, on s'est étonné
comme par hasard, également, il n'était pas là le jour où Toumba Diakité a voulu assassiner le capitaine Moussa Dadis Camara, comme par hasard, il n'était pas là. Et donc tout ça, nous pensons que c'est très bien si le général Sekouba Konaté, qui a dirigé la transition, se met à table, qui se met à parler. C'est très bien, mais il faut s'il est sincère, il ne doit pas y avoir il faut pas qu'il ait une mémoire sélective, il ne faut pas qu'il nous révèle seulement une partie de sa vérité. Il faut qu'il dise absolument toute la vérité et également attirer l'attention sur son rôle dans la fin de la transition et dans les trucages des élections qui ont amené le RPG Arc-en-Ciel, le candidat du RPG, au pouvoir. Nous avons dit que c'est devenu pratiquement de notoriété publique, qu'il a reçu beaucoup d'argent et qu'il en réclame encore puisqu'il y aurait des impayés. On lui aurait promis des postes qu'il n'a pas eu et tout ça. Et donc c'est lui qui est responsable du trucage des élections, du fait que la transition s'est très mal terminée. C'est lui donc qui nous a imposé le système qui est en train aujourd'hui d'enterrer la Guinée pratiquement aujourd'hui sur le plan économique, social et sur le plan des relations communautaires, et évidemment il faut qu'il s'explique sur ces épisodes-là. Et maintenant, on a insisté également sur le fait que la Guinée n'a jamais connu autant de gabégie, autant de détournements que pendant le règne donc du CNDD. On a parlé donc de 9 000 milliards de billets imprimés et dépensés qui ont entraîné l'explosion des prix. Les prix ont été multipliés par 2 et jusqu'aujourd'hui, les prix ne sont pas redescendus de cette époque-là et la population subit toujours donc dans sa chair ces crimes économiques. Ce sont des crimes économiques. Et nous avons dit donc c'est très bien qu'il s'explique, mais il faut que s'il est sincère, il doit aller jusqu'au bout. Et il doit tout dire, il doit dire toute la vérité, et pas une partie de la vérité. Oui, mais vous êtes allé un peu plus loin, l'accusant le général Sekouba, voilà ce que vous avez dit. Hein. Il s'est éclipsé pour aller donc se réfugier donc, à l'intérieur. Il a planifié donc les événements donc, du 28 septembre. Je n'ai pas dit qu'il a planifié, je dis qu'il était ministre de la Défense et que, comme par hasard, chaque fois qu'il y a des événements majeurs à Conakry, il n'est pas là. Donc, je ne parle même pas de toutes ces allées et venues pendant la transition où il était tout le temps malade, il est mourant, il est fatigué, le pauvre, alors que tout le monde savait qu'il transportait les fortunes volées au pays dans ses avions. Apparemment, depuis la fin de la transition, il se porte comme un charme. Alors, nous, on n'entre pas dans les attaques personnelles, mais il y a des constats qui sont là. Ce monsieur était tout le temps parti, était tout le temps malade, et je dirais que il a bien appris de ce côté-là la leçon auprès du général Lansana Conté. Vous savez que feu général Lansana Conté, lui aussi c'est vrai qu'il était malade, mais il savait instrumentaliser assez bien son état de santé. Donc bon, ce sont des détails, je dirais, mais général Lansana Sekouba Konaté a des responsabilités. Si un jour la Cour pénale internationale doit se pencher sur les crimes, et nous l'espérons, que la Guinée a connu pendant cette période, il faudra qu'il s'explique, puisqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. On n'est pas dans le détail du secret des dieux, mais il était ministre de la Défense, on ne voit pas comment il peut ignorer comment on a amené des tueurs, des mercenaires de la forêt, à l'époque, des gens de l'Ulimo ou de gens comme ça à Conakry, pour commettre les tueries avec le Bata. Vous savez que c'était quand même le Bata qui était au 28, la fameuse unité d'élite Bata qu'il a commandé un moment, qui était au stade avec des tueurs venant de l'Ulimo en forêt. Donc comment tout ça a pu se faire sans qu'il soit au courant? Après on dit oui, il n'était pas là, l'hélicoptère est tombé dans un champ de manioc. Et, bon, on est heureux qu'il n'ait pas été égratigné et que l'hélicoptère n'a rien eu. Donc tout ça, c'est extrêmement troublant. Je vous dis, c'est de notoriété publique à Conakry que beaucoup d'argent, il a reçu beaucoup d'argent pour faire tourner la transition dans un certain sens, faire achever la transition dans un certain sens avec des pressions régionalistes de toutes sortes
Donc, il y a des explications qu'on aurait bien aimé avoir. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. On ne peut pas condamner quelqu'un sans jugement, mais je dis il y a des questions lancinantes, il y a des questions très graves qui sont posées à son sujet et il ne va pas s'en tirer en balançant des petits noms de soi-disant organisateurs ou participants aux choses en mettant de côté ses propres responsabilités. Voilà, parlons donc des richesses donc, de la Guinée. Hein. La Guinée vient donc de signer donc, des contrats avec beaucoup donc, d'investisseurs et puis d'entreprises, donc Rio Tinto. Hein. Vous, on a l'impression que vous n'êtes pas très satisfait ou bien vous êtes un peu sur votre réserve. Vous aviez dit que Rio Tinto allait perdre donc, son droit en 2015 et on lui a prolongé un délai jusqu'en 2018. Selon vous, est-ce que Rio Tinto a donc un peu beaucoup bénéficié, profité un peu donc de l'arrangement avec l'État? Mais c'est évident. Depuis l'époque du général Lansana Conté, il y avait toujours des délais qui étaient prorogés et tout ça. Et aujourd'hui, on leur a prorogé le délai jusqu'en 2018 sans qu'on nous ait expliqué pourquoi ils n'ont pas sorti la première tonne de fer en 2015 comme c'était prévu. Donc, il est évident que c'est Rio Tinto qui a fortement bénéficié donc de cette prorogation avec quelques miettes lancées au gouvernement guinéen. Maintenant, il faut savoir que le gouvernement guinéen est tellement affaibli. Le gouvernement guinéen, ils n'ont pas de ressources, donc ils sont prêts à tout. Ils sont dans une situation, comme on dit chez vous à Washington, ils n'ont plus de bargaining power en face de ces conglomérats, en face de ces compagnies minières. Donc ils ne peuvent qu'obtempérer. Ils sont mis dans une situation où ils ne peuvent pas défendre efficacement les intérêts de la Guinée. Et les gens qui sont entrés dans le détail du texte disent que même les avantages que les communautés locales devraient bénéficier aux communautés locales du fait de l'exploitation ont été diminués. Et donc aujourd'hui, Rio Tinto a tiré son épingle du jeu et à très bon compte, puisque le gouvernement est en fait aujourd'hui il manque de ressources, ils sont prêts à tout, mais ils n'ont pas expliqué pourquoi Rio Tinto ne pourra pas sortir sa première tonne de fer en 2015. Il faut savoir que Rio Tinto s'était massivement déployé en Guinée. Il y avait des travaux partout, il y avait des explorations partout. On parlait du chemin de fer, il y avait des milliers d'emplois. Et que comme les autres compagnies minières, quand ils se sont rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler avec le RPG, avec l'atmosphère de corruption, les infrastructures absentes, le manque de personnel qualifié, les tracasseries administratives de toutes sortes, ils ont plié bagages et sont partis. Donc, nous disons qu'on ne peut pas signer en catimini encore un protocole de cadre d'investissement sans nous expliquer pourquoi ils n'ont pas été en mesure de sortir la première tonne de fer. Vous savez qu'à un moment, c'était aberrant, on nous parlait même de sortir le fer par des camions, puisque le chemin de fer, ça va être long et tout ça. Donc, il y a des questions qui sont là. On dit qu'on va faire un chemin de fer transguinéen, alors qu'il y a une autre compagnie, West Africa Mining, qui a eu l'autorisation d'évacuer le fer vers le mont Nemba. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi donc c'est la politique du RPG qui n'est pas transparente du tout et qui est totalement suspecte dans ses relations avec les mines. Et nous avons dénoncé, nous n'arrêtons pas de dénoncer la corruption du gouvernement guinéen, des autorités guinéennes face à Roussal, à qui on a permis de saborder Fria, qui vit aujourd'hui des drames absolument innommables. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer comment Fria se meurt, les populations se meurent. La mine, c'était la mine d'alumine de Fria, c'était l'unique activité de toute la région là-bas. Et tout ça, on a permis à Roussal de mettre la clé sous le paillasson et de disparaître, et en ayant en prime les droits d'exploitation sur les mines de Djandian. Et c'est tout ça que nous dénonçons en matière de politique minière. Il faut que vous sachiez également que toutes les sociétés minières sont pratiquement en difficulté là-bas. La société minière de Dingirai a mis dehors près de 400 personnes il n'y a pas longtemps. Et la société à Kenyero, il y a des histoires de fous là-dedans, où on dit oui, on a autorisé la cession des actions, mais on sanctionne M. Curtis pour avoir accepté donc cette cession alors qu'il était apparemment couvert par son ministre. Donc la politique de RPG ne peut pas permettre une exploitation rationnelle et profitable des richesses minières au bénéfice de la Guinée et des partenaires qui viendront donc y travailler.
C'est ce que nous dénonçons. Voilà, c'est ce que vous dénoncez. Avant donc de prendre, M. Babadiko, encore 20 minutes pour prendre quelques questions donc, des auditeurs, avec votre permission, bien sûr. Hein. Je vous pose donc la toute dernière question et puis nous allons prendre donc les questions des auditeurs. Avec votre permission, bien sûr, M. Babadiko. Allô? Voilà, alors, on va aller donc rapidement. Voilà, quel est un peu, hein, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui donc à l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition peut faire pour arriver au pouvoir? Et surtout, hein, cette opposition a quitté, hein, on peut le dire, l'Assemblée nationale, ou bien suspendu, donc j'allais dire, hein, sa participation donc à l'Assemblée nationale pour protester contre le refus, entre guillemets, du gouvernement donc d'appliquer donc les accords. Est-ce que vous supportez cette position ou bien vous pensez qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites? Disons que nous avons dit que l'opposition a été courageuse de constater que cette assemblée est totalement inutile. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce que cette assemblée a produit de positif pour le pays depuis qu'elle a été installée. Autrement que distribuer de généreux salaires, nous ne sommes pas contre, c'est tout à fait normal, mais ça n'a absolument rien apporté au pays. Donc la décision qu'ils ont prise, pour nous, elle est tout à fait courageuse. Elle a des conséquences donc qu'ils supportent, donc c'est tout à fait courageux de leur part. Mais il faudrait aller plus loin. Nous disons qu'en Guinée aujourd'hui, le principal problème, chers compatriotes, ce ne sont pas d'avoir des bonnes lois. La Guinée, sur le papier, a les meilleures lois d'Afrique. Mais le problème de la Guinée, c'est d'appliquer correctement les lois et de mettre fin à l'impunité. C'est ça le problème de la Guinée, ce n'est même plus de nouvelles lois. Et ensuite, cette assemblée, elle a été tournée en dérision puisque le RPG Arc-en-Ciel s'est arrangé à faire voter haut les mains son budget de 2014. Donc les députés de la nouvelle assemblée n'ont même pas eu l'opportunité de se pencher sur ce budget. On a fait passer ça à la sauvette en fraude, je dirais, avec le CNT alors que l'assemblée était déjà élue. Donc tout ça sont des problèmes qui sont là. Et il faut qu'on arrive à réfléchir à fond sur tous les problèmes de la Guinée et pas uniquement des histoires de Weimar ou des élections. On va encore attendre, le régime va organiser sa fraude et puis ils vont dépasser les délais même légaux des mandats et puis un jour on va dire bon mais entrer dans le tunnel des élections, maintenant tout est prêt pour arriver encore au même résultat. Il faut que ça s'arrête. Donc notre action au sein de l'opposition, c'est de dire aux gens que le problème n'est pas uniquement un problème d'élection. Je rappelle qu'au Niger, il y a eu des manifestations, non pas pour les élections, mais contre la corruption du régime, du régime actuel. Et que donc, évidemment, rien de tel ne se dessine en Guinée, où on est tout le temps en train de manifester, de mourir, d'être blessé, de se faire emprisonner pour des élections. Et donc, tout ça doit être absolument discuté avec nos partenaires de l'opposition. Et il y a un autre problème, c'est qu'on a des prisonniers politiques en Guinée. On a les généraux Nouikam et ses compagnons qui sont entôlés sans jugement depuis 3 ans. Et que c'est une situation totalement anormale et qu'il faut qu'ils soient libérés puisqu'on n'a absolument rien à leur reprocher. Il faut qu'ils soient immédiatement libérés. Donc tout ça également, on voudrait que l'Assemblée nationale prenne en charge ce problème-là. Et ils ne le font pas. Et donc, nous disons donc que nous allons travailler avec nos collègues de l'opposition parlementaire pour voir comment nous pouvons avancer, mais on ne peut pas nous enfoncer uniquement dans un tunnel d'élection dont nous savons où il va aboutir comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup, M. Babadiko. Hein, nous allons du côté donc, de New York. Hein, pas trop de commentaires. Allez-y pour votre question, M. Ousmane Ba. Allez-y. Alors, d'accord, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Bonsoir à M. Babadiko. Jacques Roger, avec l'accord de notre invité, je voudrais placer quelques mots pour nous permettre d'avoir certaines vérités dans ce débat, si vous le permettez. On n'aura pas le temps, M. Ousmane Ba. Je crois qu'on va aller tout droit à la question, aux questions, et puis dans les commentaires, on pourra revenir un peu chose. Allez-y tout droit à la question. Monsieur Jacques Roger, je vais insister sur ce point, sur votre permission, parce que nous sommes dans un débat. C'est pour on n'a pas le temps. On vous comprend, mais on n'a pas assez de temps. Hein? Donc, allez-y tout droit à la question, il va vous répondre. Ça sera plus intéressant. Ok. Merci beaucoup, Jacques Roger. On a parlé de 2 personnes ici qui sont très intéressantes au niveau de notre pays. On a parlé du professeur Alpha Ibrahima Sow. On a parlé de M. Sanoussi
qui a été ministre de l'Intérieur de notre pays. Je vais placer quelques mots. Monsieur Alpha Ibrahima Sow, qui a été l'un des membres fondateurs du MND, parce qu'avant de parler du RPG, on parlait du MND. Il a quitté le RPG, pourquoi? C'est le jour où M. Alpha Condé, devant lui, a prononcé le mot « le RPG sera le nouveau PDG de la Guinée ». Le monsieur a passé toute sa vie comme célibataire parce que le combat qu'il a mené, c'était un combat qu'il pensait qu'avoir une femme, cela pouvait le distraire. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'IFDG, M. Badiko, sur les radios de la Guinée, qui dit que l'IFDG, c'est un parti que l'agrément, il est illégal, il pense que c'est parce que M. Baouri avait des rapports avec de la police, ou bien M. Zainoun. Je pense qu'un ministre qui prend un arrêté, l'attaque qu'il est en train de faire contre le parti, je pense que ça n'a pas de fondement. La question que je vais poser à M. Babadiko est, quand on parle de l'ethnocentrisme au niveau de notre pays, on a une constitution, je pense bien, l'article 4 ou bien 5, qui interdit cela. Parce que quand on parle de la constitution, c'est la loi suprême de notre pays. Et par vos analyses, par vos allégations ce soir, vous pensez que on a des partis politiques qui utilisent l'ethnocentrisme de façon volontaire, de façon publique? Quand on a un militant qui vote pour un parti politique dont le leader est Peul, vous pensez que c'est un crime au niveau de notre pays? Merci beaucoup, Jacques Roger. Peut-être dans les commentaires, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Ba. Alors, M. Babadiko? Oui, je suis à l'écoute, mais je suis un peu sur ma faim, puisque la question de dire que si un peu le vote pour un parti, est-ce que c'est l'ethnicisme? Je dis, le problème n'est pas là, le problème, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. Ce qu'on lui a mis dans la tête, c'est que c'est le parti de la région, c'est le parti de la race, c'est le parti de l'ethnie, et c'est celui-là et rien d'autre. C'est ça notre problème, c'est pas le fait que quelqu'un ait voté, mais il y a des dispositions qui sont prises pour qu'il en soit ainsi, et ce n'est pas uniquement le RPG, ce n'est pas l'UFDG seulement qui est dans cette situation. Tout le landerneau politique guinéen est pratiquement là. C'est la fibre ethnique qui est tirée. La constitution, effectivement, elle est là, mais elle est violée de façon totalement ouverte. Vous avez vu aujourd'hui comment le pouvoir politique guinéen, les institutions guinéennes sont constituées. Il y a une exclusion manifeste donc de tout ce qui est moyenne Guinée. C'est une réalité. Et c'est totalement à l'encontre des dispositions constitutionnelles. Et ce que nous avons dit d'ailleurs au président de la République, c'est qu'il va échouer. Quelqu'un qui s'appuie sur l'ethnicisme dans les nominations, il ne peut qu'échouer, puisque la motivation des gens qui sont nommés, ce n'est pas de travailler pour le progrès du pays, c'est de se remplir les poches, puisqu'ils ont la chance d'être de l'ethnie gagnante, comme on dit. J'ai vu, par exemple, ce matin, j'ai été un peu gêné quand j'ai vu le professeur Alpha Condé qui a attaqué son ministre de la Santé en disant, mais écoutez, ce monsieur, il est aveugle, il comprend rien, il se permet de dire que tout va bien dans le secteur de la santé alors que ça va très mal. 50% des malades qui entrent à l'hôpital Donka sortent les pieds devant, c'est-à-dire pour aller au cimetière, plutôt que de rentrer chez eux. Et c'est le professeur Alpha Condé seulement qui le dit. Mais le pauvre, il ne va pas jusqu'au bout. C'est lui qui a nommé les gens sur des bases ethnicistes. Le ministère de la Santé est un des ministères les plus gangrénés par l'ethnicisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous connaissez la situation dramatique que vit le pays, c'est qu'on a abandonné la maladie, les maladies graves comme l'Ebola aux ONG internationales. Le ministère n'est même pas concerné. Le président Alpha Condé a donc fustigé le comportement du personnel médical et tout ça, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est lui qui est à la base de tout ça. Et il s'est mis dans une situation où il ne peut rien produire
quand vous utilisez l'ethnicisme dans les nominations, vous ne pouvez pas vous en sortir. Surtout des nominations où on demande quand même des gens compétents, des gens qui ont cette technicité. Vous avez vu comment on a nommé un monsieur à l'EDG en disant ce monsieur Keïta, il est compétent, il est très beau, il est très bien, et vous avez vu comment c'est terminé avec des soupçons de détournement de millions de dollars, puisque c'est un système, et ce système ne peut qu'échouer, il n'arrivera à rien. Nous avons dénoncé le fait que la spécialité du régime aujourd'hui, c'est des promesses fallacieuses et des premières pierres. On ne voit jamais de deuxième pierre, encore moins d'inauguration d'édifices déjà achevés. Et donc, il est bien que le président de la République constate l'incurie de son système, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et nous lui disons, il n'arrivera à rien dans ces conditions-là. Voilà. On va aller du côté du bloc libéral avec Ibrahim Diallo. Allez-y, pas trop de commentaires, allez-y à la question pour qu'on puisse certainement conclure. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à M. Ba. Et en fait, je voudrais lui demander, parce qu'apparemment, sa prestation montre bel et bien ici la convergence d'idées entre le bloc libéral, surtout à la tête M. Faya Milimono, qui a toujours parlé de la République bananière si les lois ne sont pas utilisées dans un pays. Donc lui-même, il a dit que dans un pays, il faut obligatoirement que les lois, c'est pas seulement la beauté de loi qui va nous arranger. Oui. Que dans un pays, il faut vraiment respecter les lois quand on les confectionne. Donc moi, je voudrais lui demander, M. Jakosé, quel est aujourd'hui, est-ce qu'il pense qu'il y a une possibilité de former une coalition avec les leaders là qui sont vraiment des visionnaires, parce que nous, au niveau du bloc libéral, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous l'avions prévu, c'est pourquoi nous n'avions pas accepté de participer à ces élections législatives. Et voilà, aujourd'hui, nous avons dit que les lois ne sont pas respectées, il y a la gabésie, il y a la corruption, il y a tout. Quels sont les liens aujourd'hui qui existent entre lui, et notamment le président du bloc libéral et puis notre parti, le PR? Merci. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi de pouvoir avoir une forte coalition en 2015 pour pouvoir vraiment dégager ce président et toute cette équipe vraiment de corruption à la tête de l'État guinéen? Merci. Voilà, votre position par rapport donc à l'opposition dite extra-parlementaire. Hein. Allez-y. Alors, je suis heureux de vous informer. Je pense que c'est un problème de communication interne à votre niveau. Nous travaillons la main dans la main avec le bloc libéral et d'autres partis tels que l'UNR de Boubacar Bari, avec l'ancien parti le parti de Feu Ditine et d'autres, et bien d'autres, une douzaine d'autres partis. Nous avons formé officiellement à Conakry la coordination de l'opposition extra-parlementaire, dont nous travaillons la main dans la main avec le bloc libéral et ses partis. Et pas plus tard qu'il y a peut-être l'avant-dernier jour avant mon départ, nous étions avec le docteur Faya Milimono, avec lequel nous nous entendons bien et nous travaillons ardument à tirer toutes les leçons de tout ce qui est arrivé à l'opposition guinéenne, et nous sommes tout à fait confiants d'arriver à mobiliser de véritables forces permettant de peser de façon durable sur la réalité politique guinéenne pour changer la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc je suis heureux de vous l'annoncer. Et donc nous travaillons non pas uniquement pour 2015, mais également pour après. On dit des élections, comment et pourquoi faire? On a dit comment. Il n'est plus question qu'on nous enfonce dans des élections dont on a organisé les trucages, ou le pouvoir en place a organisé les trucages pour nous dire d'aller uniquement légitimer des fausses majorités qui en sortiraient. Et pourquoi faire? Est-ce que c'est pour reconduire le système qui est en place? Eh bien, nous ne sommes absolument pas d'accord. C'est pour ça que nous disons, nous demandons la tenue de véritables assises nationales dans le cadre d'une conférence nationale vérité, justice, réconciliation, permettant de reconstruire la Guinée sur d'autres bases que ce que nous avons eu depuis 1958. Voilà. Merci à M. Babadiko. Nous sommes malheureusement vers la fin de notre émission. Alors, on va prendre les deux questions de nos frères du panel et puis conclure. Hein. Alors, chéri Faïdafa, avez-vous une dernière question, toute dernière question pour M. Babadiko?
Oui, tout à fait, cher ami Jacques. Merci à vous. C'était pour lui demander, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, nous voyons, chaque opposant que nous avons aujourd'hui parle de 2015. On voit que c'est un vrai enjeu. Mais le parti au pouvoir non plus n'est pas en train de s'asseoir les bras croisés. Si l'opposition devait avoir une chance de gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la dissension, malheureusement, que nous voyons aujourd'hui dans les rangs de l'opposition, pourront permettre à cette opposition de se regrouper, de se donner la main, ne pas regarder qui portera les drapeaux vers la ligne de la victoire, mais comment effectivement gagner ces élections. Est-ce qu'il a des perspectives par rapport à cette question? Et si on lui demandait de trouver la solution, quelle sera la solution qu'il proposera pour que effectivement l'alternance puisse être possible en 2015? En somme, M. Babadiko, est-ce que la candidature unique est une panacée? La candidature unique ne peut pas être à elle seule une panacée. Ça dépend des conditions de cette candidature unique. D'abord, la première chose, avec quel système électoral? Allons-nous nous enfoncer encore dans une bataille électorale dont on ne connaît pas les conséquences avec le système que nous connaissons? C'est-à-dire avec un fichier électoral truqué, avec des gens qui sont, plus de 1 million de gens qui ne sont pas inscrits, avec des gens qui sont baladés à 20 km de chez eux et qui ne peuvent pas voter. C'est ce que nous avons eu en septembre dernier. Et est-ce que ce système de fraude, avec l'administration qui s'empare pratiquement des urnes et qui en fait ce qu'elle veut, des Kieboro Camara qui vont tirer des coups de feu en l'air pour faire fuir et terroriser les délégués de l'opposition pour permettre aux gens qui font la fraude de le faire. Qu'est-ce qui va empêcher que le RPG fasse la même chose et qu'il fabrique une majorité, qu'on ait un candidat ou 1000? Et c'est ça donc la question. Est-ce que il faut que cette question, il faut qu'on ait une réponse claire à cette question. On ne va pas se lancer dans des batailles pour légitimer encore un deuxième mandat au président de la République alors qu'il est en minorité dans le pays, il est fortement en minorité dans le pays. On l'a vu avec les législatives. Donc maintenant, s'agissant de la candidature unique, nous disons que notre problème, ce n'est pas uniquement la candidature unique, mais la candidature unique pour produire un président, lequel, pour faire quoi? Si c'est pour faire exactement ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Et ce n'est pas en chambre qu'on va s'entendre pour dire oui, je te promets que oui, je vais bien gérer, je ne vais pas m'enrichir de façon illicite, mes associés ne vont pas se servir, je ne vais pas voler, je ne vais pas mettre des vols, je vais poursuivre les voleurs. Ce n'est pas en chambre qu'il faut le faire. Il faut que ce soit dans le cadre d'assises nationales où nous prenons toute la nation et l'opinion nationale et internationale à témoin. Là, on peut croire à ces engagements-là, mais pas des proclamations de foi en chambre. C'est pas ça ou des petits textes qu'on peut sortir sans aucune garantie. Il faut des garanties qu'on ne va pas retomber dans ce que nous connaissons. Mais là, c'est une solution qui s'impose d'elle-même, mais elle ne pourra pas être implémentée sans réellement qu'on sache un candidat unique pour faire quoi. Il faut qu'on réponde correctement à cette question et nous avons vécu des choses dans le passé. On a vécu avec l'opposition républicaine, on s'est battu, on était dans les rues, on a subi toute la répression qu'il y avait et lorsque les élections sont arrivées, on a décidé qu'on a partagé le pays entre les anciens premiers ministres. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faudra, bien régler avant d'aller de l'avant. Voilà. Avant d'aller donc de l'avant. Alors, Monsieur Safatouka, rapidement, votre question, rapidement. La dernière question. Bon, non, M. Jacques, je remercie M. Babadiko et honnêtement, je n'ai plus de questions. Je suis honnêtement satisfait de ses réponses face aux affirmations du pouvoir Alpha Condé et de son système. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de voir M. Babadiko, l'UFDG et toute l'opposition se donner la main pour être très fort face à Alpha, mais aussi pour conquérir secrétariat en 2015. Merci bien et bonne soirée, M. Babadiko. Voilà. Merci. Merci. Doyen, rapidement, doyen. Non, bon, moi aussi, je n'ai pas de questions. Je voudrais souhaiter bonne chance à M. Badiko et que je suis sûr de quelque chose.
quand les différents individus qui ont les mêmes opinions politiques et nationales, ils se retrouvent toujours. Et sur ce, je souhaite bien qu'on retrouve un jour M. Badiko dans la grande famille de l'UFDG. Merci bien. Voilà, merci alors M. Babadiko. Donc là, toute dernière question et puis en même temps votre mot de fin. Est-ce que les conditions sont réunies déjà pour aller aux élections donc en 2015? Et vous avez parlé de la constitution guinéenne. Au cas où le président Alpha Condé ne respecte pas cette constitution pour aller aux élections, que faut-il faire? Et puis votre mot de fin. Allô? Oui, allez-y. Vous répondez puis votre mot de fin en même temps. Allez-y. Ok, alors moi ce que je dis c'est que il faut qu'on arrête de violer les lois. Il faut que les élections se tiennent à bonne date. Il faut respecter le principe de la fixité des mandats. Et un jour de plus que les 5 années après la prestation de serment donc, du 22 décembre 2010 veut dire donc que le pouvoir à ce moment-là tombe dans l'illégalité. À ce moment-là, la population a le droit de prendre ses responsabilités. C'est ce que nous disons. Il faut arrêter ces mandats à volonté, qu'on crée des situations, qu'on crée l'état d'urgence, qu'on crée toutes sortes de tensions et autres dans le pays pour rendre les élections impossibles. Ça ne doit pas permettre, on ne doit pas accepter que la Guinée connaisse le sort de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire et ça ne doit pas se répéter en Guinée. Un jour après le 22 décembre, s'il n'y a pas un président qui est élu, c'est qu'il y aura une vacance du pouvoir, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Puisque aujourd'hui, en réalité, vous savez que l'Union européenne avait offert à la CENI, à notre CENI, son aide, son assistance pour sélectionner, faire l'appel d'offres, les termes de référence de l'appel d'offres d'un nouvel opérateur. Et c'est le président apparemment de la République qui a ordonné que la CENI rejette cette offre et fasse un peu seule ce qu'elle a envie de faire. Et tout ça donc ne peut pas permettre donc de tenir correctement les élections. Mais si elles se tiennent, si on n'a pas de président après le 22 décembre 2015, ça veut dire donc qu'il y a une vacance du pouvoir, il faudra le constater et en tirer les conséquences. Le mot de la fin, c'est de dire que nous ne pouvons pas être dans un éternel recommencement en Guinée. On a connu le PDG RDA qui a bénéficié d'un énorme élan populaire, qui a bénéficié d'un soutien de la communauté internationale comme personne n'en a eu, et qui a connu donc le sort qu'elle a connu, qui a sombré dans la dictature sanglante, où on a exilé la moitié de la population, qui a croupi dans la misère pendant 26 ans. On a connu le CMRN qui est arrivé en disant, ben voilà, nous allons redresser la Guinée, on va changer tout ça, qui nous a fait foncer dans un libéralisme sauvage qui a fini pratiquement comme narco-État, avec un pays qui est complètement détruit. Et on a eu le CNDD qui a très bien commencé, avec des actions qui étaient d'éclat, et puis qui a très rapidement été phagocyté par l'ancien système, et puis qui s'est terminé dans le sang, les crimes et le viol, et tout ça. Et nous avons eu donc un président civil élu dont tout le monde a dit, mais écoutez, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a vu. Et malheureusement aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, c'est le pire qu'on ait jamais vu. La misère de la population guinéenne, vous n'avez pas idée de ce que c'est. Les gens qui ne mangent pas à leur faim, les gens qui crèvent faute de soins, faute de soins, le pays qui se décompose physiquement par la saleté, la crasse, le manque d'évacuation des eaux usées, des eaux sales et le manque d'eau potable, et un gouvernement qui a totalement démissionné et qui n'est là que pour exister pour lui-même et non pas pour la population. Il faut qu'on tire les leçons de tout ça, de ces pouvoirs solitaires, ces pouvoirs dictatoriaux et ces pouvoirs basés sur l'ethnie et également sur la prédation du bien public. Ce que je voudrais profiter de cette antenne, c'est pour dire à nos compagnons, il faut que nous ayons tous conscience qu'il y a un mal guinéen. Les consciences sont détruites, les gens sont malhonnêtes, les gens sont dans la débrouille, dans la logique de la débrouille. N'importe qui arrivera aujourd'hui au pouvoir. S'il n'y a pas un consensus national, il ne pourra pas travailler, puisque les mentalités sont complètement à l'encontre de tout ce qu'il faut pour développer un pays. Les gens ne veulent pas travailler. Même si vous avez du travail aujourd'hui, vous donnez à quelqu'un, il n'en voudra pas. Ce qu'il veut, c'est profiter.
l'éducation est détruite. Il faut que vous sachiez ça. On n'a pas de système éducatif aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait conscience. Donc, on n'a même pas sur une jeunesse sur laquelle on peut s'appuyer. Il faut pratiquement faire un sauvetage, une action de sauvetage pour récupérer cette jeunesse aujourd'hui et la former pour qu'elle puisse enfin être une jeunesse au service du développement. On a des défis absolument énormes dans ce pays et pour ça, il faut que nous acceptions modestement de nous asseoir, de tirer des leçons, les graves leçons du passé qui nous poursuit aujourd'hui et qui nous poursuivra tant que continuera cette situation où on refuse de se dire la vérité, de nous réconcilier et de prendre des engagements pour l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Baba Diko, et surtout portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup et bonne nuit à toute votre équipe et aux auditeurs et auditrices. Merci. 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 À l'été approche bientôt, ça sera donc la foire des